L'inflation vient de nulle part. Non, mais tu parles. Un truc de fou. C'est elle qui doit limiter l'inflation. Elle te dit, ça vient de nulle part. Comme tu prends un avion, il te dit, je sais pas trop les commandes, comment ça marche. Si le pilote te dit ça, il y a un problème, tu vois. C'est dire, on est des enfants gâtés. Il y a beaucoup d'enfants gâtés. Ah oui, non, mais c'est. En France. Le problème, il vient de l'éducation nationale. On nous dit, écoute, la France, t'inquiète pas. Même si tu réussis pas, c'est pas grave. C'est open bar. Tout est pris en charge. Alors tu y crois au début quand t'es petit. Les mecs, t'as des gens comme ça qui n'ont pas envie de. Voilà. Et ils veulent une petite vie tranquille. Très bien. Et là, aujourd'hui, tu te dis, attendez, mais je comprends pas. On m'a dit que tout était pris en charge. Finalement, je vois que mon pouvoir d'achat, il baisse. Je vois que lui, il a réussi, pas moi. Mais attends, allez sur le site des retraites, là, et puis vous pouvez calculer votre retraite. Ils vont passer une mauvaise journée. Ah oui, il faut être peut-être même une mauvaise semaine. Il vaut mieux être assis, parce que pour ça, 25 ans que ça dure. 25 ans, depuis 25 ans, on sait qu'il va y avoir un problème de financement des retraites. Et malheureusement, à chaque fois, quand on fait la réforme des retraites, il y en a vu avec Fillon, avec Sarkozy, enfin tout le temps, il y en a tout. Et à chaque fois, tu prends des hypothèses de croissance et de chômage extrêmement optimistes. Et comme tu les as pas, t'as pas les recettes escomptées. Ta réforme, elle est caduque. Très cher investisseur, je te souhaite la bienvenue dans l'Actu by CW du mois d'octobre avec aujourd'hui un invité d'honneur, monsieur Marc Toiti. Bonjour Christopher, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous effectivement aujourd'hui, voilà, pour parler de l'économie. Exactement, les investisseurs, Marc, les investisseurs. Enchanté. Voilà, les présentations sont faites. Parfait. Alors, Marc est économiste. Je l'ai invité sur la chaîne pour cette actu puisqu'il a développé une chaîne YouTube autour de l'économie. Il vulgarise l'économie et il faut le dire que tu le fais très très bien. Donc, merci. C'est pour cette raison que tu es ici. On va démarrer. L'actualité est très dense aujourd'hui. Pour faire très simple, surtout qu'on a des personnes qui s'intéressent peut-être pas énormément à l'économie pour le moment. Tu vas leur donner goût. Oui, bien sûr, il faut, c'est important. On va se donner comme thème l'économie pour les nuls. En 5 minutes, essaie de nous faire un plan global de ce qui se passe en France aujourd'hui, pour que les gens aient vraiment une vision globale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une économie française qui souffre globalement. Alors, pour l'instant, elle tient grâce à tout ce qu'on a injecté comme liquidité, comme dette publique depuis le coronavirus. Donc en 2020, alors, rapidement, si on se souvient, on a fait ce coronavirus, on a injecté, imaginez, c'est un chiffre complètement fou, la dette publique française depuis le début 2020 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au début 2023, a augmenté de 638 milliards d'euros. Par rapport à un budget de combien? De 3 000 milliards? Ça, c'est la dette. Au total, la dette, c'est 3 000 milliards maintenant. Elle a dépassé les 3 000 milliards. Donc la dette, si tu veux, c'est la somme des déficits. Chaque année, tu vois, tu fais un déficit, en excédent, mais nous, on fait que des déficits parce qu'on a plus de dépenses que de recettes. Le dernier excédent en France remonte à 1974. Tu te rends compte? J'avais 4 ans à l'époque, tu vois. Donc, pour te dire. Donc, depuis, on sait faire que ça. Donc, c'est la fuite en avant permanente. Et donc, avec ce coronavirus, là, ça a été porté à son paroxysme. Et donc, là, on a complètement lâché. Et même depuis que le corona s'est arrêté, on a continué. On verra tout à l'heure. Et alors, ce qui est fou, c'est que, donc je répète ce chiffre, la dette publique, donc plus 638 milliards. Et sur la même période, ce qu'on appelle le PIB, ça veut dire la richesse qu'on crée, si tu veux, en France, comme dans tous les autres pays finalement. Donc ça, c'est le PIB. Donc cette richesse créée, augmentée de l'inflation, a augmenté de 238 milliards. Donc tu as mis 638 milliards, tu as récupéré 238. Pour te montrer un petit peu l'ampleur des dégâts. Imagine si tu présentes ton dossier bancaire comme ça. T'as peu de chance d'avoir un prêt. Ça fait des ordres, tu comprends? Tu dis, je crée ma boîte, je vais faire 638 milliards de dépenses, et puis je vais récupérer 238. Bon, alors même si l'État se paye l'entreprise, mais tu comprends, c'est ça le problème. Et là, on a continué, et est arrivée malheureusement cette inflation, entre guillemets, qu'on a laissé venir. Parce que là aussi, tu vois, on dit souvent, l'inflation, c'est venu avec la guerre en Ukraine. C'est complètement faux. L'inflation est arrivée en 2021, justement à cause de ça. C'est-à-dire qu'on a créé trop de monnaie, trop de, si tu veux, artificiellement, trop de dettes publiques, etc., alors qu'il n'y avait pas de réalité économique en face. Tu vois, il n'y avait pas de vraie création de richesse. Donc ça, si tu veux, c'est la règle de base de l'économie. C'est que la demande est supérieure à l'offre, parce qu'on a créé trop de demandes par rapport à l'offre. L'offre, c'est la production, si tu veux. Et donc, les prix ont augmenté. Alors, quand tu as trop de demandes par rapport à l'offre, là, évidemment, les producteurs disent, tiens, je vais augmenter les prix. Et donc, les prix ont augmenté. Ça, c'était avant la guerre en Ukraine. Et ce qui est fou, c'est que, moi, j'ai pas arrêté de le dire à Bruno Le Maire, à Bercy, à Madame Lagarde, enfin, tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, faites gaffe, l'inflation est en train d'augmenter. Et on me riait au nez. On me dit, non, vos bêtises, il n'y a pas d'inflation. La dette publique, on s'en fiche. De toute façon, c'est la BCE qui finance. La BCE, c'est la Banque Centrale Européenne. Ce qu'on appelle la planche à billets. Ça veut dire qu'en fait, l'État s'endettait énormément. Mais en fait, il n'y avait pas de problème pour lui. Parce que c'était la BCE qui achetait cette dette. Tu penses qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas conscients de l'inflation qu'ils allaient créer, ou ils en étaient conscients, mais il n'y avait aucune autre solution, ou ils en étaient conscients et ils se sont dit, on verra ce qui se passera à ce moment-là? En fait, si tu veux, je pense qu'ils en étaient conscients, mais pas jusqu'au bout. Ils se disent non. Moi, je me rappelle, j'ai eu des réflexions, même d'autres économistes, si tu veux. Bon, tu vois, des économistes de salon, tu vois, qui aiment bien cirer les pompes aux dirigeants pour avoir des petits postes ou des petits avantages. Bref, malheureusement, ça existe partout. Et donc,
bref, il y a eu une réunion justement avec ces économistes, et donc, ils m'ont sauté dessus, on me dit mais non, on s'en fout de la dette publique. Je faisais même des émissions à BFM ou BFM Business, etc. On va pas donner de nom, mais non, la dette publique, on s'en fiche, de toute façon, c'est la BCE qui finance, les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. Enfin, tu vois, c'était du court-termisme. C'est-à-dire, les mecs, c'est ça qui est dangereux, ils n'avaient pas de vision du monde. On est là pour ça. Tu vois, un économiste, il est là pour ça, pour en prendre un peu de recul et dire voilà ce qui va se passer demain. Les mecs, non. Ils te disaient non, tout va bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que donc, l'inflation a augmenté. Après arrive la guerre en Ukraine. Bon, on ne va pas épiloguer ça parce que c'est pas mon domaine, mais quand même, là aussi, ça a mis de l'huile sur le feu, entre guillemets, parce que comme la Russie était le premier exportateur mondial de pétrole, le deuxième de pétrole, le premier de gaz, le premier de charbon, etc., le premier de blé, donc évidemment, les matières premières ont explosé, tu vois. Et après, l'inflation est devenue incontrôlable. Et si tu veux, justement, les banques centrales, notamment en Europe, plutôt que d'agir très vite dès 2021 en disant bon, on va arrêter de créer de la monnaie comme ça dans le vide, ils ont continué. Et ils ont changé leur stratégie en juillet 2022. Alors que donc on avait déjà une inflation énorme. Et donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que l'inflation elle est devenue incontrôlable. C'est ça, si tu veux, l'inflation, je me souviens de cette image, c'est comme le dentifrice. C'est-à-dire qu'une fois que il est sorti du tube, tu ne peux pas le remettre. Voilà, mais c'est pareil. Quand tu as laissé filer l'inflation, comme on l'a laissé faire, encore une fois, c'était un choix politique, il faut dire la vérité. Un choix. Bon, après, il y a eu la guerre en Ukraine, bon, ça d'accord. Je pense qu'il aurait pu avoir un meilleur choix politique. Bien sûr. Qu'est-ce qui aurait pu être fait? Déjà, il fallait arrêter très vite cette planche à billets. Il ne fallait pas aider n'importe comment. C'est-à-dire, dans les 638 milliards, ça, c'est que la France, mais dans le monde entier, on a plus ou moins fait ça. Mais en France, on a été très bons, si tu veux, pour ça. On a arrosé n'importe qui. On a tous connu des entrepreneurs qui ont gagné plus pendant le Covid qu'avant. Bien sûr, et c'est même pire que ça. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on appelle les entreprises zombies. Et en fait, l'entreprise elle était en train de mourir. Arrive le Covid, l'État il te fait un chèque. Magnifique. Donc, les boîtes, elles ont continué à vivre dans le vide, si tu veux. Tu vois, et même, bon, certains, on donnait des aides sur le chiffre d'affaires. Donc, tu avais des restaurateurs, par exemple, sur le chiffre d'affaires, pas le bénéfice, le chiffre d'affaires. Donc, tout était fermé et ils avaient une aide sur leur chiffre d'affaires. Donc, ils gagnaient plus d'argent que quand ils étaient ouverts, parce que là, évidemment, le chiffre d'affaires, c'est pas ton profit. Comment tu as le chiffre d'affaires, tu enlèves les charges, et à la fin, donc tu n'avais pas de charge, tu avais une aide, donc tu n'avais que du chiffre d'affaires, c'était en net pour toi. C'est super, enfin, c'est bien pour ceux qui en ont profité, mais ça fait des milliards tout ça. Si bien qu'aujourd'hui, là, on a le revers de médaille, c'est qu'aujourd'hui, où tu as des boîtes, des bonnes entreprises, qui mériteraient d'être sauvées, tu veux, mais il n'y a plus de fric. Parce que comme on a tout dilapidé pendant, je dirais, le coronavirus, et un petit peu après, maintenant, on ne peut plus continuer. On a grillé nos cartouches à ce moment-là. Exactement. Et surtout, le problème, c'est que, et ça c'est vraiment la clé, que tous les Français sont concernés, c'est que, en fait, c'est là où j'en veux, si tu veux, à nos dirigeants et aux économistes qui n'ont pas fait leur boulot, quoi. C'est-à-dire, ils ont dit que les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. C'est complètement faux. Donc là, ce qui se passe, c'est que maintenant que tu n'as plus la planche à billets, donc l'État français, il doit aller sur les marchés pour qu'on achète sa dette. Donc voir des investisseurs. Donc qu'est-ce qui se passe? Les investisseurs disent, OK, je veux bien te prêter, mais il faut que tu me donnes un taux d'intérêt. Comment? Donc les taux d'intérêt augmentent. Or, quand les taux d'intérêt augmentent, toi et moi, enfin tous les ménages, les entreprises, leur taux de crédit, le taux d'intérêt des crédits augmente aussi. Donc ça coûte super cher. C'est ce qui fait que l'immobilier baisse, ce qui fait que l'investissement baisse, que les ménages sont pris à la gorge. Donc, si tu veux, on a la triple peine, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'inflation, la récession et les taux d'intérêt qui augmentent. Là, on a été très intéressant ce que tu as dit. On l'a simplifié, tu l'as simplifié au maximum, donc j'espère qu'ils ont bien suivi. On va focus sur le gouvernement et sur leur politique. Là, on était sur le Covid. Donc beaucoup de choses sont passées suite au Covid, mais il y a des choix politiques qui ont été faits bien avant. On l'a vu, j'ai encore vu tes chiffres récemment, tu parlais de janvier à juillet de cette année, on a fait 169 milliards, exact, de déficit, juste sur cette année, ce qui est un record. Juste, ça c'est un truc de fou. Alors on est entre nous, je peux parler comme ça, il n'y a pas de problème. Bah oui, on est entre nous, on est quelques 200 000 abonnés. Voilà, super. Intime. Non, mais le problème c'est que moi j'ai commencé à être connu en 1997. Tu vois, moi j'étais prof à la fac à la base. Et en 97, j'ai créé l'étude économique à la Banque Populaire à l'époque. Et j'étais l'un des premiers économistes qu'on comprenait. Parce que moi, je suis prof à la base, je suis prof de fac à la base. Donc je dis, il faut qu'on comprenne l'économie parce qu'en France, on n'a pas de culture économique. Et à l'époque, tu as des économistes, il y en a encore, ils sont toujours là, donc je ne vais pas dire leur nom, mais ils m'ont reçu et tout, tu sais, un peu l'establishment. Ils m'ont dit, écoute Marc, tu es très sympa, machin. Tu vois, j'avais une trentaine d'années, tu vois, ils avaient déjà 60 ans ou 50 ans. Et ils me disaient, Marc, le problème avec toi, c'est qu'on te comprend trop quand tu parles. Voilà, tu vois. Et ça, c'est très dangereux, parce que c'est pourquoi on n'aime pas l'économie en France. Parce que les économistes, ils ne veulent pas qu'on les comprenne.
L'économie, c'est simple, bien sûr. Il y a tout un travail en amont qui est là, qui est sérieux, entre guillemets. C'est pas dans ma chaîne YouTube, je ramène toujours des chiffres. C'est pas un discours d'économiste, il y a du concret, si tu veux. Et donc, tout ça pour dire qu'il faut dire les choses. Et on peut tous comprendre. Tu comprends ? Donc, c'est pourquoi il faut parler, franc jeu. Donc, on peut tous dire. Et alors, justement, tu disais sur cette dette. On repart de ce déficit. On a ce déficit, on a des dépenses publiques qui sont énormes par rapport à nos PIB. Si tu veux, je vais te dire. Moi, ça m'a vraiment surpris parce que, si tu veux, bon, en mars 2020, on croyait que c'était la fin du monde. Ok, que l'État, il lâche tout, on comprend. Là, on est en 2023. Heureusement, le Covid, il est derrière nous. Enfin, j'espère qu'il ne va pas revenir, mais non, je ne pense pas. Mais, et ainsi de suite, bon, on ne va pas épiloguer. Il faut arrêter les dégâts. Tu comprends ? Là, qu'est-ce qui s'est passé sur les 7 premiers mois de l'année, c'est-à-dire de janvier à juillet 2023, le déficit de l'État, simplement, que l'État, parce que tu sais, la puissance publique, c'est 3 choses. Tu as l'État, les collectivités locales, les mairies, les régions, tout ça, et la sécurité sociale. Donc là, on te prend juste l'État, on appelle l'État central, sans compter les autres, juste l'État. Il a sur 7 mois un déficit public donc, de 169 milliards d'euros. C'est-à-dire que même pendant le coronavirus, on n'avait pas ça. Donc, et c'est que 7 mois, il reste encore 5 mois pour terminer l'année, tu vois ce que je veux dire ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le problème ? C'est que tu as ce déficit public qui est en train d'exploser, et derrière, comment on va financer ? Alors, le pire, c'est que, comme l'inflation a augmenté, les recettes de TVA ont augmenté, les recettes de l'État, elles ont augmenté, tu comprends ? Donc, on devrait se dire, attends, si les recettes augmentent, le déficit public devrait baisser. Là, il augmente quand même. Et ça, tu penses que ça a été principalement les choix politiques d'après-Covid ou les choix politiques des 20, 30, 40 dernières années ? Non, mais attends, il y a 2 choses. Il y a effectivement les 30 dernières années. Donc, tout à l'heure, je le dis, le dernier excédent public, ça revient depuis 1974. Donc, c'est pas que Macron le problème. Évidemment, ça fait des années qu'on a si tu veux, c'est presque une culture économique. C'est-à-dire, la culture française, c'est le déficit. On n'a jamais fait un excédent. T'imagines une boîte qui fait des pertes depuis 1974. Ça, n'importe qui peut comprendre et se dire, en fait, simplement, comment c'est possible. Et même si l'État, il est au-dessus des entreprises, etc., mais les Allemands, ils ont fait des excédents, les Américains, tout le monde fait. De temps en temps, même les Italiens, tu comprends ? Donc, excuse-moi, mais je veux dire, nos dirigeants n'ont pas été à la hauteur depuis des années. Hein. Moi, je les ai tous vus, parce que je fais ce métier depuis plus de 25 ans. Je les ai tous vus. Et à chaque fois, on m'a dit, ouais, non, vous inquiétez pas, non, on veut la paix sociale, on veut ci, on veut là. Tu comprends ? Sauf que maintenant, on est dans une situation qui est extrêmement dangereuse. Et donc, c'est là où ça devient dangereux. C'est que, bon, ça veut donc, déjà, c'est vrai que le sous-bassement, c'est quand même du sable, il faut reconnaître, parce que ça fait donc des années que ça dure. Et là, on a aggravé cette situation. Et alors, le pire, je te dis, il faut être honnête. Parce que donc en France, le poids des dépenses publiques, la dépense publique, c'est 58,3% de notre PIB, de notre richesse. On est numéro 1 dans le monde. Avant, il y avait les pays scandinaves, tu vois, du Nord qui faisaient plus que nous. Non, c'est fini. On est numéro 1. Il y a quelques petites îles dans le Pacifique qui font plus que nous, mais c'est des cas particuliers. Donc, avec une telle dépense publique, normalement, on devrait être au paradis. Tu comprends ? On ne devrait plus avoir de pauvres, on devrait avoir une situation de la France, formidable. La France est peuplée d'un pays, la France est peuplée de personnes qui sont au paradis mais qui se pensent en enfer. Ouais, d'accord. Sauf qu'il y a quand même un problème. C'est qu'effectivement, il y a des gens qui souffrent. Il faut être honnête. Moi, encore une fois, je viens des cités HLM d'Orly. Donc ça, c'est important parce que moi, j'ai connu ces difficultés. J'ai connu. Alors bon, je m'en suis sorti, j'ai eu cette chance. Mais pour combien qui sont restés ? Aujourd'hui, dans les cités HLM, tu as un taux de chômage de 60%. C'est un truc de malade. Pour les moins de 25 ans, 60%. C'est un truc de fou. Est-ce que tu penses que notre système est durable, vu le déficit annuel qu'on a, vu ce qu'on a créé ? Est-ce que tu penses que ce système-là est durable ? Est-ce que tu penses qu'un jour, il faudrait le refondre ? Ou est-ce que tu penses qu'on peut redresser la barre petit à petit et après quelques décennies, arriver à avoir quelque chose d'équilibré ? Si tu veux, c'était encore possible il y a une quinzaine d'années. Ou est-ce qu'on va vivre encore 100 ans avec un déficit qui se creuse de plus en plus ? Non, tu peux pas. C'est-à-dire que le fait est que, si tu veux, c'est le principe de la corde. Tu vois, on tire sur la corde, donc on te dit, tu vois, et pour donner, il m'a encore dit, il a dit, tu vois, Marc, regarde, il y a peu de récession, tu vois, qu'est-ce que tu nous as raconté ? Ok, ça va arriver, forcément, avec la dette publique qui a augmenté. Forcément que le déficit, qu'il n'y a pas de récession. Mais tu tires sur la corde. Là, elle tient sur un fil, la corde. Donc, même sur un fil, tant que ça tient, ça tient. Mais le jour où le fil, il va casser, là, franchement, on ne sait pas comment ça va se terminer. Tu vois, ça peut être la Grèce.
Ça peut être, même si la France, c'est un pays formidable. Enfin, je veux dire, tu vois, moi, déjà, ce qui me fait de la peine, c'est quand je dis ça, on dit, ah, vous faites du French bashing, machin. Tu rigoles, j'adore la France. La France, c'est un pays exceptionnel. Non, quand t'en parles, j'ai pas cette impression-là, parce qu'au contraire, tu aimes ce pays et tu as envie de l'aider. Exactement. Non, mais bon, c'est des gens mal intentionnés qui disent ça. Mais tu veux, je préfère le redire. La France, c'est un pays, moi, je voyage beaucoup dans le monde. Je peux te dire qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a de vivre en France. Le problème, c'est qu'on est en train de tout sacrifier. C'est-à-dire que, à cause de cette fuite en avant, à un moment, regarde ce qui se passait en Grèce, même si encore ça se compare pas, mais c'est vrai qu'à un moment, moi je connais très bien la Grèce parce que quand j'étais dans mes différents emplois dans les banques et autres, j'allais souvent en Grèce faire des conférences. Et puis après, tu as vu la déflation, quoi, ce drame humain, drame humanitaire. T'imagines les gens, les retraités touchaient pas leur paye. C'est un truc c'est horrible, tu vois. Et donc tu te dis, voilà, ça peut arriver. Je pense que les gens en France se sentent tellement protégés par le gouvernement qu'ils ne pensent pas ça possible. Oui, mais c'est possible, bien sûr. Pour revenir à ce que tu dis là par rapport au système, on va parler du système des retraites. C'était un sujet qui était d'actualité très très chaud il y a encore quelques mois. On a un système par répartition qui aujourd'hui est bancal et ne peut pas tenir debout. On a de moins en moins d'actifs pour de plus en plus d'inactifs, ça ne peut pas tenir debout. Des petites réformettes de 2 ans, on sait très bien que ça ne va pas changer le fond du problème. Quelle est la volonté du gouvernement? Je parle réellement, pas pour faire plaisir à l'opinion publique, je parle de réellement. Est-ce qu'un jour on va être obligé de refondre ce système totalement parce qu'il ne peut pas tenir debout? Est-ce on peut tenir encore ce déficit pendant longtemps? Parce que les gens qui nous regardent se disent, et c'est simple, hein, moi pareil, hein, je suis un entrepreneur et j'ai tout en France. Par rapport à beaucoup de mes concurrents qui sont partis. J'ai tout en France, donc je paye beaucoup d'impôts ici. Et quand on se dit payer pour quelque chose en face et un service, ok. Mais quand d'année après année, on paye de plus en plus pour de plus en plus de saleté, de moins en moins de sécurité, de plus en plus de problèmes, de moins en moins de services en face, on a raison de se poser des questions. C'est que si tu as une dépense publique énorme, mais qu'en face, tu as une croissance forte, tu as une baisse des inégalités, tu as un chômage tu as le plein emploi, etc. No way. Quel est le problème? Tu vois ce que je veux dire? On continue. Mais ce n'est pas le cas. Tu vois, donc, ce modèle social français qui a marché un temps, tu vois ce que je veux dire? Il ne fonctionne plus. Mais nous, on fait comme si ça marchait toujours. Et on met effectivement du maquillage. Ça, on est très bon. Et pour le système de retraite, alors, du coup, tu penses qu'il faut tout refondre? Le système de retraite, c'est très simple. Si tu veux. Ça aussi, c'est très basique, finalement. C'est-à-dire qu'on a un système qu'on appelle de répartition. Ça veut dire, en fait, quand nous, on cotise, si tu veux, au moins le mois pour notre retraite, en fait, c'est pas pour notre retraite. C'est pour payer les actuels retraités. En espérant que quand nous, on sera à la retraite, il y aura assez d'actifs pour payer notre retraite. C'est bien que tu le précises, j'en parle souvent à des confs, beaucoup de gens font encore l'amalgame et pensent qu'en fait, ils mettent ça dans une caisse et dans 30 ans, la caisse est pour eux. Pas du tout. Non, pas du tout. Tu espères que ça sera le cas, mais c'est pas sûr. Tu vois? Donc, ça marchait très bien tant que tu avais beaucoup d'actifs par rapport aux retraités. Donc, c'est que dans les années 60, 70 encore, tu avais 3,4 actifs pour un retraité. Ça collait. Maintenant, on est à 1,4 actifs pour un retraité. Donc, là aussi, c'est pas la peine de faire de grandes études pour comprendre que tu as un problème. C'est mathématique. Tu comprends? Donc, ça veut dire qu'évidemment, aujourd'hui, pourquoi ça tient? Parce qu'en fait, les caisses de retraite, justement, pendant des années, elles ont fait un trésor de guerre, parce qu'elles avaient plus d'actifs que de retraités. Donc, elles ont géré l'argent, très bien. Donc, elles ont quand même pour payer. Tu vois? Et après, il arrive un moment où tu n'as plus. Donc, comment tu fais? Donc, chaque année, tu vas avoir des déficits, 10, 20, 30 milliards, sachant que n'oublie pas que tu as une dette déjà publique de 3 000 milliards. Et pour les caisses de retraite, c'est super intéressant ce que tu dis. Tu as une espérance de vie en nombre d'années par rapport à la trésorerie de ces caisses? Parce qu'on entend souvent, on a des dates approximatives en disant les caisses de retraite sont censées être vides à partir de telle date. Non, en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Déjà, ça dépend de combien elles vont cotiser encore. Donc, ça va dépendre de la croissance, ça va dépendre du chômage. Parce que quelqu'un qui est au chômage ne cotise pas pareil que quelqu'un qui a un super boulot avec un super salaire. Tu comprends? Donc, c'est pas les mêmes rentrées dans les caisses des retraites, des boîtes de retraite, tu vois, qui gèrent la retraite. Donc, tu vois, et donc, c'est pourquoi, moi, je dis aujourd'hui, pour sauver ce système, parce qu'il est formidable, ce système de répartition, mais là, tu n'as plus assez d'argent. Donc, pour le sauver, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois créer un autre qu'on appelle, entre guillemets, par capitalisation. Alors, j'aime pas ce terme parce que ça fait peur, ça fait... Il y a comme les Suisses, par exemple, ce qu'on appelle le troisième pilier. Et quasiment dans le monde entier, on fait ça. Même en France, on l'a. Ça s'appelle la préfond. Et c'est pour les fonctionnaires. Donc, eux, ils ont le droit à un système de capitalisation, nous, on n'a pas le droit. Dans le privé, mais les gens n'ont pas le réflexe encore de le faire. Voilà. T'en as qui le font, non, mais... Bien sûr, mais il faut les deux. Puis il faut le défiscaliser, il faut que ça soit bien organisé.
Tu vois. Et donc, voilà, à ce moment-là, tu auras une réalité des retraites, tu sauras combien tu as cotisé. Moi, je trouve que c'est formidable. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je le dis souvent sur ma chaîne ou ailleurs, je leur dis, allez sur le site donc des retraites, là, et puis vous pouvez calculer votre retraite. Vous allez voir combien vous allez toucher à la retraite. Ils vont passer une mauvaise journée. Ah oui, il faut être Peut-être assis. même une mauvaise semaine. Il vaut mieux être assis pour ça. Donc là, tu dis, attends, il y a un problème. Aujourd'hui, voilà. Il faut voir en dans espérant 30 ans. que demain, il n'y aura pas... Voilà. Donc c'est évident que là, ce qu'on a fait, c'est une réformette. Tu vois. Et ça fait 25 ans que ça dure. Parce que 25 ans, depuis 25 ans, on sait qu'il va y avoir un problème de financement des retraites. Et malheureusement, à chaque fois, quand on fait la réforme des retraites, il y en a vu avec Fillon, avec Sarkozy, enfin tout le temps, il y en a tous les 5-6 ans, bref. Et à chaque fois, tu prends des hypothèses de croissance et de chômage extrêmement optimistes. Et comme tu les as pas, tu n'as pas les recettes escomptées. Donc ta réforme, elle est caduque. Et là, pour le résultat qu'on a eu pour cette réformette qui, finalement, en termes de trésorerie, en termes financiers, ne changera pas grand-chose, mais sur l'opinion publique, ça a eu un impact énorme. Bien sûr. Tu penses qu'aujourd'hui, les gens seraient prêts à entendre que même s'ils l'entendent, mais ils l'entendent de nous, mais imagine demain, le président de la République qui prend la parole, qui dit, écoutez, les caisses sont vides, vous allez devoir travailler maintenant 7 ans de plus pour 2 fois moins. Non, mais toi, ça, c'est une erreur. C'est-à-dire que l'erreur qui a été faite, c'est comme pour le Covid. On nous a enfermés, enfin, tu vois, de façon unilatérale, en disant, tu n'as pas le choix, quoi. Donc, putain, moi, tu vois, il y a un truc que je ne supporte pas, c'est l'atteinte à la liberté. Tu vois. Et donc, bon, au début, ok, les 3 premiers mois, c'était la fin du monde, mais après, ils nous ont enfermés tous les 5 minutes. Là, c'est pareil. Pourquoi tu obliges les gens à travailler plus? Moi, je ne suis pas du tout pour cette stratégie. Et ça a été l'erreur du gouvernement. Et surtout avec, bon, disons-le, un peu de mépris. Il faut être honnête. Et en gros, bon, attendez les gars, vous ne comprenez pas, nous on a compris, pas vous. Ça se fait pas. Ça n'a pas été fait comme ça, mais ça voulait dire un peu ça. Ça, tu vois, au niveau de la com, il faut faire très attention. Tu vois, quand on annonce que l'inflation va baisser, alors on sait très bien qu'elle ne va pas baisser. Quand on annonce on va écraser la Russie, alors on sait très bien que c'est bon. Tu vois, il faut faire gaffe à tout ça. Parce qu'après, les Français, ils s'en souviennent. Et puis quand ils voient, attendez, on nous dit que l'inflation allait baisser, putain, mais elle augmente. Donc ils ne comprennent pas. Tu vois. Donc c'est pareil sur la retraite. Tu vois, tu dis, c'est comme ça et pas autrement. Non, moi je suis pour un système où tu as le choix. Donc on va te dire, voilà, tu sais, tu peux partir à 60 ans si tu veux, même à 55 si tu veux, pourquoi pas. Alors, bon déjà c'est vrai qu'il faudra harmoniser tous les systèmes de retraite, parce que c'est encore l'armée mexicaine, il y a des inégalités quoi, énormes, ça aussi il faut arrêter. Mais bon, ça déjà, ça commence à arriver, mais c'est pas encore complètement fait. Donc ça, il faudra le faire. Et puis après, tu laisses le choix aux Français. Tu leur dis, voilà, tu veux partir à 60 ans, et voilà ce que sera ta retraite. Et on ne t'oblige pas à partir à 60 ans, parce que c'est vrai que c'est pas sympa, le mec qui a commencé à travailler à 18 ans, tu vas l'obliger à travailler jusqu'à 65. Pourquoi? Tu vois, donc, on en est ce qui n'est pas passé, et ce qui passe toujours pas. C'est ça, c'est cette obligation. Tu vois, travailler plus, alors que tu n'as peut-être pas envie. Mais par contre, il faut que tu sois responsable. C'est-à-dire que si tu travailles moins, forcément, tu auras moins de retraite. Et ça c'est plus dur, parce qu'autant nos générations qui arrivent, ils sont conscients du problème, ils commencent à mettre des solutions en place, et encore pas tous. C'est les gens qui regardent ma chaîne, ils font de l'immobilier pourquoi? Pour être libres, être indépendants et pour leur retraite aussi. Donc il y en a qui le font, pas tout le monde. Eux sont responsables. Mais ceux, il y a 40 ans, qui n'étaient pas conscients du problème, parce qu'on n'en parlait pas à l'époque, eux, malheureusement, ils le subissent aujourd'hui. Non, le problème, c'est que faut dire, on est des enfants gâtés. Il y a beaucoup d'enfants gâtés oui, non, mais c'est, en France, tu vois, où globalement, mais le problème, il vient de l'éducation nationale. Parce que moi, je me souviens, depuis tout petit, on nous dit, écoute, la France, t'inquiète pas. Même si tu réussis pas, c'est pas grave. Parce que c'est open bar. Tout est pris en charge. Alors tu y crois au début quand t'es petit, les mecs, t'as des gens comme ça qui n'ont pas envie de s'éclater, ils veulent une petite vie tranquille. Très, très bien. C'est un choix humain, moi je comprends très bien. Tu vois. Même moi, à un moment, je me suis arrêté, à 40 ans, je dis, oh là là, attends, il faut que je profite de moi, j'ai listé HLM, j'ai bossé toute ma vie, donc j'ai pris un peu de recul, et ça, on m'a un peu moins vu, etc. Mais c'est un choix, tu vois. Bon, tu dois laisser le choix aux gens. Mais là, aujourd'hui, tu te dis, attendez, mais je comprends pas. On m'a dit que tout était pris en charge, puis finalement, je vois que mon pouvoir d'achat, il baisse. Je vois que lui, il a réussi, pas moi. Mais attends, voilà. Donc, ça, faire très attention. C'est-à-dire que c'est ça qui fait la stabilité sociale, sociétale d'un pays. C'est que tu dois avoir du mérite. Là, on a une parfaite transition, parce qu'on parlait de retraite, transition pour l'immobilier. Parce que l'immobilier, c'est le placement préféré des Français. La plupart des gens s'en servent pour préparer leur retraite. Bien sûr. 2024, comment tu vois le marché immobilier? Alors, déjà, premier truc, tu l'as bien dit. Si tu veux, il y a 3 placements phares que tu dois faire dans ta vie. Effectivement, donc, déjà, j'ai envie de dire l'immobilier à titre personnel. Ça veut dire, en gros, la meilleure protection contre les difficultés de la vie, c'est d'acquérir sa résidence principale. Ça, tu veux, si tu as ça,
T'es protégé. Toutes les enquêtes le montrent. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui, au troisième âge, tu vois, c'est-à-dire à la retraite, machin, elles sont dans la pauvreté. La plupart, c'est parce qu'elles n'ont pas leur logement, si tu veux, leur résidence principale. Donc elles doivent payer des loyers, machin, et les pauvres chéris, c'est une catastrophe. Donc ça, c'est, je pense, une première ambition dans la vie que tu dois avoir, c'est de tout faire pour avoir ta résidence principale. Donc ça, c'est pour moi le placement indispensable, tu vois. Alors après, si tu arrives à avoir de l'épargne, on le souhaite à tout le monde évidemment, qu'est-ce que tu fais? Donc tu as ces trois placements. Donc tu as toujours l'immobilier, tu as les actions avec les dividendes et tu as l'or. L'or, ce que j'appelle la porte pour la soif. C'est-à-dire, si jamais le monde tourne mal, entre guillemets, tu auras 10 à 15% de ton portefeuille en or, tu seras protégé. Bref. Voilà. Donc, mais c'est évident que l'immobilier, voilà, c'est très cyclique. Là, je vais montrer des graphiques comme ça, tu vois, mais au jour, même si tu achètes en haut de la bulle, tu es sûr que 15, 20 ans après, tu seras largement au-dessus. Tu as démarré par la conclusion de l'interview. Voilà. C'est très bien aussi. Excuse-moi. Non, mais c'est pas grave. Parce que je sais qu'on a la même logique, parce que les gens se posent ces questions-là, et on va rentrer plus en détail dans le marché. Et toutes les questions que j'ai des gens qui ont peur, quand le marché montait, ça fait 10 ans que je fais de l'immobilier. Donc il y a 10 ans, l'immobilier était comme ça, les taux étaient en train de baisser. Les gens disent, oui, mais l'immobilier monte, vous allez voir, ça va descendre. Donc j'achète pas maintenant. Maintenant que l'immobilier descend, les gens disent, ah, ça descend, donc j'achète pas. Et ça fait des années finalement qu'ils n'achètent pas. Non, donc ce que je voulais dire aussi, c'est que l'immobilier, c'est cyclique. Donc, mais c'est vrai que des fois, là, si tu veux, depuis 2015, les prix en moyenne en France, ça fait plus 34%. C'est énorme. Bon, alors, il y a des fois, ça a pris 60%, ça dépend des villes, etc. Ça a été beaucoup trop loin. C'est-à-dire que ce qui est dangereux, tu vois, pour un économiste, c'est que quand tu vois ce qu'on appelle des bulles, c'est-à-dire que tu as un écart entre la réalité financière et la réalité économique. Donc là, aujourd'hui, les prix de l'immobilier, il faut dire les choses. Ces prix ont trop augmenté par rapport à la réalité économique des Français. Pourquoi? Je reviens sur cet enfoiré de Corona, si tu me permets l'expression. C'est-à-dire, c'est parce que les taux d'intérêt étaient à zéro. Parce que justement, on a fait cette planche à billets, et ça c'est vraiment un gros problème, si tu veux, culturel, c'est que beaucoup de Français se sont dit, c'est bon quoi, les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. Tu vois, et même, des fois, on m'envoie des mails ou des chefs d'entreprise qui me disent, c'est toi-tu le PGE, tu sais, le prêt garanti par l'État, c'est vrai qu'il faut le rembourser? Oui. Tu comprends? Mais voilà, c'est ça qui est très dangereux, c'est qu'on a comme ça un petit peu distillé l'idée que finalement on n'aurait pas à rembourser, que les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. Non. Et donc c'est ça qui a entretenu artificiellement le marché de l'immobilier. C'est-à-dire qui a fait monter les prix trop loin. Tu penses qu'il n'y a que ça ou le manque de logement y a contribué aussi? Le manque de logement aussi en France. Non, mais alors ça, tu as deux choses, parce que ce qu'on appelle en économie, c'est la différence entre la demande potentielle et la demande effective. C'est-à-dire, la demande de logement, tout le monde en a. On a tous envie d'acheter un super appart vu sur la Tour Eiffel ou je sais pas moi, sur la Côte d'Azur, vu sur la mer, enfin ce que tu veux, mais enfin un truc qui coûte super cher. Tout le monde a envie, mais est-ce que tout le monde a les moyens? Là, tout le monde a cette demande potentielle, mais la demande effective, elle n'est pas forcément là. Quand les prix augmentent trop et que les taux d'intérêt aussi augmentent, la demande effective, bref, tu vois, elle chute. Donc, c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, bien sûr que tu as encore de la demande, mais tu vois bien, les ménages ne peuvent pas acheter. Parce qu'ils ne peuvent pas accéder au crédit. Les taux d'intérêt sont trop élevés pour eux, donc ils ne peuvent pas rembourser. Alors qu'après, ils se retournent vers quoi? Vers les loyers, vers la location. Bon, et là aussi, toi, que les loyers commencent à augmenter un petit peu. Bon, bref. Alors en plus, tu es en train de faire, tu sais, tous les lois sur l'écologie, machin. Bon, c'est très bien, ça, pourquoi pas? Sauf que ça raréfie encore l'offre, si tu veux, de biens. Donc c'est sûr que tu as ce problème d'offre et de demande, mais ce qui a activé la demande par rapport à l'offre, on revient sur la loi de l'offre et de la demande, c'est que tu avais des taux d'intérêt artificiellement bas. Et là, maintenant, tu retrouves des taux d'intérêt normaux. Et en plus, le problème, c'est que comme le chômage va repartir à la hausse, tu as des Français qui se sont surendettés, qui ne vont pas pouvoir rembourser leurs emprunts, et donc qui vont devoir vendre leur logement pour stopper leur emprunt, si tu veux. Les vendeurs font une erreur en ne pas voulant baisser leurs prix, souvent parce qu'ils ne veulent pas. Là, aujourd'hui, le marché il est figé. Les acheteurs ils disent les prix vont baisser, les vendeurs disent non, je ne baisse pas. Bon, rien ne se passe. Rien ne se passe. Mais il faut que ça bouge. Donc ça va bouger. Mais moi, ce que je conseille aujourd'hui, par exemple, pour faire clair, moi je pense qu'on a une fenêtre de tir fin 2024, 2025. Ça veut dire, là, qu'est-ce qui se passe? Les prix commencent à baissoter un petit peu. Enfin, à Paris, ça fait quasiment moins 9% par rapport au plus haut. On n'oublie pas. À Lyon, moins 12% par rapport au plus haut. Bref.
Il n'y a que sur la Côte d'Azur pour le moment qui continue. Oui, à voilà, prendre. Nice, ça continue, mais bon, il y a un effet vacances. Bon, après, tu as un effet aussi, ceux qui ont encore un peu de moyens. Non, Parce que, du tu sais, n'oublie Marseille, pas- du Toulon. Oui, des- mais Marseille, c'était très bas. Non, par contre, Nice, tu vois, qui était quand même relativement élevé, ça continue d'augmenter, ça va devenir une des villes les plus chères de France, quoi. Tu vois, bref. T'as aussi t'as ce côté un peu, tu recherches un peu la sécurité, la qualité de vie, tu vois, mais tout le monde ne peut pas le faire, tu vois. Mais c'est vrai que donc Marseille, c'était très bas, donc c'est normal que ça augmente, mais bon, ça, à mon avis, ça va se calmer. Et donc, tu as un effet de déport. Ceux qui peuvent plus acheter dans les villes où c'est trop cher, ils vont ailleurs. Tu vois. Mais bon, mais au niveau global, le marché est en train de s'assécher. Tu ne peux pas octroyer des crédits. Donc, moi, je pense que tu vas avoir cette fenêtre de tir. Parce que là effectivement, les prix commencent à baisser, mais c'est encore trop élevé. Surtout, les taux d'intérêt sont élevés, donc c'est compliqué. Donc, par contre, tu auras une petite fenêtre de tir, je pense. Fin 2024, les prix auront bien baissé et les taux d'intérêt vont commencer à baisser. Il va se passer peut-être 12 à 18 mois Là, de t'auras 12 latence mois. entre les gens Bah vont oui, prendre parce que conscience, t'auras- vont augmenter les prix. Voilà, tu auras malheureusement des défaillances, tu auras des boîtes qui vont plus être là. Parce que ce qui est également dangereux dans l'immobilier aujourd'hui, c'est le neuf. Parce que le marché de l'immobilier, de l'ancien, bon, ça va, c'est un marché de l'occasion finalement. Le problème, c'est le neuf. Tu as des promoteurs qui ont fait des trucs magnifiques, des tours, ce que tu veux, des immeubles, bref, et qui ne peuvent pas vendre, parce qu'il n'y a personne en face. Donc eux, comment ils vont s'en sortir? Tu vois, ils risquent de devoir vendre, de baisser leur prix. Tu vois, bon, ça c'est dangereux. Donc ça m'inquiète plus si tu veux. Tu vois, par exemple en 91, c'était une bulle vraiment une vraie bulle spéculative. Tu vois, sur l'ancien. Mais le neuf, bon, là, le neuf également est très touché. Tu vois. Donc et puis toutes ces normes également écologiques, ça coûte une fortune. Donc ça augmente ton prix. C'est inflationniste. Donc si on résume là pour le marché IMO, il commence à baisser dans le résidentiel, mais les gens étaient très attentifs. On a vu les transactions qui ont baissé, mais pas encore. Ça s'est pas vraiment répercuté dans les prix. Je crois que le pouvoir d'achat en crédit IMO, il a perdu peut-être 30 ou 35% avec la montée des taux, mais on a des baisses que de 5 à 10%. Donc ça va continuer à descendre et on a une prévision de montée des taux. Donc ça enchaîne avec la question, une prévision de potentielle baisse des taux d'ici peut-être début 2025. Voilà, tout à fait. Ça peut peut-être arriver un petit peu avant, mais le problème, encore une fois, je reviens sur ça. C'est ça le boulot de l'économiste. Excuse-moi, je ne me lance pas des fleurs en disant ça, mais tu dois être ce qu'on appelle faire une politique proactive. Ça veut dire que tu ne dois pas réagir sur le passé, tu dois réagir sur le futur. Alors c'est pas facile parce que tu dois avoir raison sur le futur, mais c'est ça un bon banquier central, un bon homme politique. C'est quelqu'un qui voit un peu loin, tu vois. Quand l'année dernière, c'est Madame Lagarde, donc présidente de la BCE, qui nous a sorti la phrase de l'année, ce que j'appelle ça la phrase de l'année en 2022, elle a dit « L'inflation vient de nulle part ». C'est énorme un truc pareil. C'est un truc de fou. C'est elle qui doit limiter l'inflation. Elle te dit, ça vient de nulle part. Comme tu prends un avion, il te dit, je sais pas trop les commandes, comment ça marche. Si le pilote te dit ça, il y a un problème, tu vois. Donc là, c'est pareil. Comme on a laissé filer, on n'a pas réagi suffisamment tôt, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait, la Banque centrale? Elle doit augmenter les taux alors que c'est en train d'avoir la récession. Donc là, ce qu'on doit dire à nos investisseurs, là où ils doivent être prudents et avertis, c'est de cibler le début de baisse des taux de la BCE. Et à partir du moment où il y aura un début de baisse des taux, ça sera la fenêtre de tir où il faudra emprunter parce que on aura encore 12 à 18 mois où les prix continueront de baisser, où ils auront des taux qui seront bas. Après, moi, ce que je dis à mes investisseurs, c'est qu'aujourd'hui, il y a certaines villes où on peut faire des très très belles négociations, passoires énergétiques, des biens sur des villes où il y a beaucoup moins de demandes, des locaux commerciaux par exemple, où plus personne n'en veut actuellement. Même si on a un taux à 4 ou 5, c'est les taux qu'on avait en 2010. C'est pas non plus la mer à boire. On est quand même un des pays les plus bas au monde. Et de toute façon, ils pourront renégocier leur taux dans 2 ou 3 ans, quand ça aura baissé. Entièrement d'accord. Mais alors, a fortiori pour ceux qui ont du cash. Tu comprends? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je conseille même des amis ou à des investisseurs, si vous ne savez pas trop quoi faire, effectivement, faites une proposition. Tu dis moins 10. Tu comprends? Et le mec en face, il va dire ok, je vends parce qu'il a rien. Tout le monde est conscient de ce qui se passe, hein, on le voit aussi aux infos. Donc voilà, c'est ça. Et si tu veux, c'est ça le problème de l'inflation. C'est qu'on sait comment ça se termine. Tout à l'heure, je le disais, donc pareil sur l'immobilier, ça se termine toujours par une phase de déflation. Quand les prix ont été trop loin, à un moment, tu n'as plus personne en face, tu n'as plus de demande. Donc l'offre devient supérieure à la demande et hop. Rappelle-nous ce qu'est la déflation pour nos La déflation, débutants. c'est la baisse des prix. En fait, voilà, je fais un petit cours d'économie. En fait, donc tu as l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation des prix, tu vois, sur un an. Et donc, quand on dit l'inflation baisse, ça ne veut pas dire que les prix baissent. C'est-à-dire que l'inflation, en fait, elle baisse. L'augmentation est plus faible. Voilà, ce qu'on appelle la désinflation. C'est-à-dire que tu as toujours de l'inflation, mais elle est un peu moins forte. Et après, tu as la dernière étape, c'est la déflation. Là, la déflation, c'est tu as une baisse des prix sur un an.
Tu vois. Donc c'est en train d'arriver sur l'immobilier aujourd'hui. Ça va également arriver. Le problème, c'est que avant d'arriver à cette déflation, tu dois passer par la case récession. C'est-à-dire, tu n'as pas de demande. Donc là, aujourd'hui, tu vois, il y a encore même au niveau des prêts à la consommation, des boîtes qui augmentent leurs prix, etc., elles ne pourront plus. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'hôtellerie. Alors, on nous dit oui, les Jeux Olympiques de 2024. Ok, mais ça va durer un mois, les Jeux Olympiques. Alors maintenant, pourquoi tu augmentes tes prix comme ça? Non, donc ça, je pense, c'est une grave erreur de beaucoup, mais ils vont s'en mordre les doigts. Tu vois, même au niveau de la consommation, d'augmenter trop fortement les prix, à un moment, il n'y aura plus personne en face. Donc il va être obligé de baisser les prix. Tu sais, ce qui est intéressant en économie, c'est que c'est une science humaine. Tu vois, donc tu peux voir sur l'histoire de l'humanité, puis tu as des règles qui sont toujours respectées. Donc tu l'as vu au Japon, par exemple, dans les années 90, tu étais très jeune, mais je veux dire, dans les années 80-90, moi j'ai connu ça, je me rappelle, le Japon c'était le modèle, c'est un peu comme la Chine aujourd'hui, mais encore plus puissant que la Chine, parce que c'était une économie moderne, tu vois, que la Chine, bon, il y a quand même beaucoup de pauvreté, etc. On disait, les Japonais, ils vont tuer les Américains, tu vois. Et puis, ils ont été trop loin, péché d'orgueil, et ils ont apprécié le yen, etc. Bon, j'en parle dans le détail. Et après, ça s'est effondré, donc les prix avaient trop fortement augmenté. Après, tu as eu 20 ans de déflation. Tu te rends compte? Pendant 20 ans, les prix ont baissé. De partout, hein, l'immobilier, enfin un peu partout. Donc tu vois, quand tu vas trop loin, après tu as un effet de balancier. Donc c'est pourquoi, c'est ça le rôle des politiques ou des banquiers centraux, c'est de dire, il ne faut pas justement que tu ailles trop loin. Il faut, comme on dit en anglais, faire du fine-tuning, du réglage fin. Tu vois, c'est-à-dire que c'est ton boulot de faire en sorte qu'il ne faut pas aller trop loin dans un sens ni dans un autre, pour assurer effectivement une certaine, on va dire, stabilité à ton économie. Et si on revient à la Banque centrale, puisque comme je le disais, c'est ça en fait, nos investisseurs, s'ils veulent vraiment voir cette fenêtre, c'est ça qu'ils doivent regarder. Aujourd'hui, on a un taux qui est un taux directeur à 4,25. Ouais. Est-ce que la Banque centrale a une politique claire de baisse des taux aujourd'hui? Est-ce que sa baisse des taux, sa montée des taux a été efficace sur l'inflation jusqu'à présent? Parce que le but, c'est ça, hein, monter des taux de la Banque centrale pour baisser l'inflation. L'objectif de la Banque centrale, c'est 2% d'inflation en Europe. Si elle y arrive, quels seraient les taux directeurs? Le but, c'est qu'ils puissent arriver à se projeter dans 1 an, dans 2 ans. Quelle est la potentielle baisse de la BCE et comment ça se répercuterait sur les crédits immobiliers? Alors déjà, le problème, c'est que là, tu vas avoir ce qu'on appelle un effet de base. Ça veut dire, en fait, au mois de septembre, donc 2000, parce que là, on peut le dire, on est début septembre, quand on enregistre cette interview. Donc au mois de septembre 2023, comme les prix en septembre 2022 avaient baissé sur un mois, donc là, ça veut dire que l'inflation va augmenter en septembre 2023. Donc là, la BCE va être obligée de remonter encore les taux d'intérêt. Je pense qu'elle va le faire encore 1 ou 2 fois, de 25 centimes. Tu penses? Donc là, sur les... Là, on serait peut-être, quand l'émission va passer, peut-être on sera à 4-5. Il y a une réunion prévue en octobre, non? C'est pas en octobre? Non, septembre d'abord, là, le 14 septembre. Et elle pourrait augmenter de 25 centimes, tu vois ce que je veux dire? Bon. Ou alors le mois suivant, c'est en octobre. Parce que l'inflation, effectivement, va être plus forte, un peu plus forte que prévu. Donc, on te dit, attention, tu vois, l'inflation, elle n'est pas contrôlée. Et après, comme la récession est en train d'arriver, elle va être costaud dans la zone euro, là, ils vont commencer à baisser les taux. Donc d'abord, ils vont maintenir, je pense, autour des niveaux actuels en 2024. Et après, à partir du second semestre, là, ils vont commencer à baisser. Alors ça, simplement, attention. Parce que là, on parle des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne. Mais tu as aussi un autre taux d'intérêt. Le taux d'intérêt des obligations d'État. Aujourd'hui, si on prend le cas français, on est à 3,2%. Ce qui est un plus haut depuis 2012. Pour traduire, c'est les taux auxquels vous prêtez de l'argent à l'État. Tu prêtes de l'argent à l'État et tu le rends avec 3% sur 10 ans. Voilà, que l'État paye sur sa dette publique. Okay, ils étaient en négatif pendant le coronavirus, faut pas oublier, tu vois. Là, on est à 3,2. Ça, par contre, ça peut continuer d'augmenter. Parce que comme tu as une dette énorme, même si tu as de la récession... On aura un niveau de risque qui sera plus élevé. Voilà. Et c'est de la récession, comme on a vu en Grèce, par exemple. Tu vois, tu avais une récession et les taux d'intérêt grecs, à 10 ans, étaient montés à 35%. Alors, ça ne va pas arriver en France, mais ça peut continuer. Tu vois, ce qui est dangereux, c'est la stabilité de la zone euro. Si tu as un problème dans la zone euro, etc., les Allemands, les Français, ils commencent à se tirer dans les pattes. Attention, là... les taux d'intérêt des obligations, ils peuvent remonter. Et donc, ça veut dire que les taux d'intérêt de nos crédits sur l'immobilier à 20 ans, à 30 ans, là aussi, ils resteront élevés. D'accord. Si on enlève cette variable, admettons que demain, la BCE arrive à contrôler, dans le meilleur des mondes, elle contrôle l'inflation à 2%, quel serait un taux directeur sain pour la Banque centrale? Alors, si effectivement... Ce serait 1, 2, parce que 0, comme on a eu à l'époque, c'était pas tenable. Moi, je pense que globalement, si on a une croissance, si tu veux, autour des 2%, une inflation autour des 2%, quand on parle de croissance également, il faut savoir, c'est toujours hors inflation. Ça veut dire que si tu as 2% d'inflation et que tu as 2% de croissance, ça veut dire que tu as 4% en réel, si tu veux, enfin, en nominal, avec l'inflation.
Donc, si tu as 2% de croissance, 2% d'inflation, avoir des taux d'intérêt de la BCE à 2%, c'est bien, Ok, c'est bien. parfait. Donc voilà, c'est l'objectif qu'on peut se fixer pour. Donc du coup, on arrive à notre conclusion IMO que tu as commencé Voilà, avant ça veut dire l'interview. que- Si on conseille à un jeune aujourd'hui qui nous regarde, ou un moins jeune, mais en tout cas qui achète, qui hésite à acheter un bien, il peut acheter maintenant, il peut avoir une bonne affaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète maintenant, il attend. Ouais, non, il achète maintenant. Un jeune, il achète maintenant. S'il peut, Au moins, on est tous d'accord. s'il a le crédit. Un jeune, il achète maintenant. S'il a le crédit ou s'il a un peu de cash, ses parents lui prêtent un peu, etc., il achète maintenant. Parce que c'est clair Sur que 20 ans, sur 30 ans. 20 ans, il est tranquille. Tu vois. Par contre, pour un investisseur, oui, il peut un petit peu attendre. Parce que bon, globalement, il a déjà sa résidence principale. Tu vois, bon, on n'en a pas parlé aussi, mais il y a les impôts fonciers, les taxes foncières qui explosent. Ouais. On a vu à 59% à Paris. Enfin bon, bref, Ouais. des trucs Il y a horribles. tellement de sujets, on pourra pas tout dire, mais Parce c'est que, mais l'occasion non, de te parce que je veux réinviter. pas, c'est que voilà. Non, mais c'est pour ça il faut faire attention quand même. Mais c'est vrai que non, l'investissement logement immobilier sur le long terme, ça reste bien. Sauf que là, effectivement, pour l'investisseur, il y a une fenêtre. C'est dommage d'acheter maintenant au plus haut, tu vois. Donc attends que ça baisse un Il faut petit peu. tenter des grosses négos. Faut Voilà. pas être pressé. Voilà, négocier, Faut tenter des grosses faites des négociations. propositions et vous verrez bien. Mais moi, je pense qu'il y aura des très belles affaires à faire dans les prochains L'avantage, c'est qu'on a une importante tension locative. Donc, si vous achetez du locatif, louez, suivant l'endroit où vous êtes, louez, vous allez louer. Parce qu'on a une très forte tension locative. Ah, on bien a des sûr. rendements qui commencent à être meilleurs parce que les loyers augmentent mais les prix d'achat baissent. Donc, il y a des fenêtres. On va finir par une dernière question qui va Allez. être un peu plus large. Bon, là, on a parlé de la France. Tableau un peu noir. Je sais que dans tes dernières vidéos, tu mets un point d'honneur à finir par une bonne nouvelle. Ah, bravo, t'as vu ça, c'est pas mal. Ça J'ai plaît vu, beaucoup. c'est bien, là. c'est bien. Mais Faut un peu pour d'optimisme. tout te dire, c'est mes abonnés qui m'ont donné cette idée. Très bien, des bonnes Ouais, tu nouvelles. vois tout noir en noir. Donc, je me suis dit, non, parce qu'en plus, moi, c'est pas du tout mon cas. Je suis très optimiste. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie, pas quoi que là, je suis aussi dans la vraie vie. Je suis très optimiste. Donc, c'est vrai, ça me gêne qu'on me dise. D'ailleurs, pour tout te dire, au début de ma carrière, dans les années 98, 2000, etc., j'étais super optimiste. J'étais l'un des seuls à dire qu'il y avait une croissance forte en 98, par exemple, ou qu'en 2008, 2009, ça allait redémarrer, tu vois. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, ils me voient un peu comme pessimiste. Mais non, je suis très optimiste. Donc, c'est vrai, on peut toujours voir Mais réaliste. le bon côté de la pièce, mais il faut être réaliste, voilà. Alors sur cette bonne nouvelle, aujourd'hui, on a des jeunes des fois qui nous suivent, qui ont 18 ans, 20 ans, études, pas études, mais quand ils voient ce qu'ils peuvent faire dans l'intelligence artificielle, dans des business digitaux, etc., l'ouverture au monde qu'ils ont, si c'était à refaire, un petit jeune qui démarre, qui voudrait acheter des biens, se créer du patrimoine, être entrepreneur, tu lui conseillerais de rester en France ou tu lui conseillerais de partir? C'est une question dure, ça. On est entre nous, Elle est- on est 200 000, donc... Elle n'est pas très optimiste, justement, cette question, mais après, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de plein de choses. C'est vrai que moi, je vois aujourd'hui mes propres enfants, hein, donc ils ont étudié à l'étranger, et bon, bah, pour l'instant, ils ne reviennent pas. C'est bien, si tu veux, mais c'est dommage pour la France. Et moi, je suis très attaché à la France, parce que je veux dire, donc ça me fait de la peine. Mais c'est vrai que, à la rigueur, l'idéal, ça serait de jongler, faire 2 types d'achats, tu vois, voilà, et éventuellement voir un autre pays, quoi, c'est sûr. Mais voilà, après, tu sais, il y a tellement de trucs qui vont se passer en France, peut-être positives, mais peut-être aussi négatives. Tu comprends? Donc voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Là, donc, par exemple, des investisseurs, des investisseurs, moi je ne fais pas les particuliers, mais j'en vois de temps en temps, dans des conférences que je fais, etc., et qui me disent, moi, tout mon patrimoine est en France. Ça, c'est une erreur. Même si tu aimes la France, il faut diversifier. Tu comprends? Donc voilà. Puis après, bon, il y a toujours le risque qu'un jour on nous ponctionne, tu sais. C'est un risque, on n'en est pas encore là, mais ça peut arriver, ça. Quelle piste de pays tu verrais aujourd'hui? Quels sont les pays qui ont le plus de perspectives de développement? Ça dépend, si tu veux. Tu vois, c'est comme quand tu fais de la gestion, quand tu vois des clients, moi ça m'arrive tous les jours, tu vois, les mecs qui disent, oui, alors, donnez-moi un produit, voilà, mais sans risque, hein, vous voyez, mais rendement élevé, mais sans risque. Non, ça n'existe pas. C'est-à-dire que je coupe le rendement-risque, si tu as un risque élevé, tu as un rendement élevé, tu as un risque élevé, tu vois. Ben, c'est pareil ça dépend de tes affinités, ça dépend de ta culture, ça dépend si tu es prêt à aller loin ou pas, tu vois, ça dépend de plein de trucs. Donc il n'y a pas de réponse, je dirais, parfaite, mais c'est vrai que, bon, déjà après, tu peux rester plus ou moins dans la zone euro, tu peux rester plus ou moins en Europe, tu vois, pour limiter un petit peu tes risques. Puis après, tu peux aller très loin également. Ce qui est sûr, c'est que la France et les Français ont encore une bonne image, tu vois, internationale. Donc généralement, on est bien accueillis à l'international. Pour l'instant, ça va peut-être pas durer tout le temps, mais pour l'instant, c'est pas si mal que ça. Moi, j'ai voyagé cet été, je suis allé en Turquie, j'ai démarré mon voyage par la Turquie. J'avais des Turcs qui me disaient, donc c'était pendant les émeutes, ils me disaient, ça va chez vous en France? On dirait que c'est la guerre. Je sais pas, bon.
Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai que moi aussi j'étais en Turquie dernièrement, enfin je voyage un peu partout, mais c'est vrai que il faut qu'on fasse gaffe quand même, nous les Français, parce que Bah, l'image, tu parles d'une bonne image, je suis d'accord, parce qu'on a une image pour le français, pour eux, non mais c'est le romantisme, c'est la culture, c'est la mode, c'est plein de choses. Mais moi, j'en vois plein des jeunes, parce que je vis la moitié de l'année à l'étranger, donc je les vois, je les fréquente. Et de plus en plus, ils me disent, la dernière fois, je suis allé en France, 2 semaines, puis je suis arrivé, et puis j'ai pas pu avoir mon avion, parce que grève. Et puis mon train, il a eu du retard. Et puis je suis arrivé, il y avait grève des poubelles. Et donc, ils sont restés 1 semaine, c'était un délire. Ah ouais. Ils m'ont dit, mais je suis parti, je ne reviens plus. Et donc, il faut qu'on fasse très attention à ça. Moi, j'adore la France aussi, j'y suis encore. Pourtant, je vis à l'étranger et j'aime bien représenter mon pays à l'étranger. Et ça me fait mal à chaque fois quand on me dit ton pays, il est en train de devenir comme ça, ou ton pays, il est comme ci, ou il y a des grèves, ou il y a ci. Ouais, mais on a encore plein de belles choses et il faut qu'on les cultive. C'est un pays magnifique, c'est l'un des plus beaux pays du monde, ça c'est sûr. Mais non, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'attention, c'est-à-dire, nous, les Français, les particuliers, en tant que travailleurs, entre guillemets, ou les entreprises, tu as des boîtes françaises formidables, elles ont une bonne image. Les Français ont une bonne image. Par contre, c'est vrai que la France, l'économie française, n'a pas été modernisée. Donc c'est là où tu veux, c'est là où c'est très dangereux, parce que en fait, ce sont les entreprises, les particuliers qui mouillent le maillot, etc., qui font la France. Mais la France ne le rend pas forcément. Et donc, je ne sais pas si tu as remarqué, ce que tu as dit, c'est très vrai. Quand on te dit, justement, à l'étranger, on te dit, alors, comment ça va chez vous? Toi, les gens, ils sont inquiets parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Comment un beau pays comme ça... Pour eux, la France, il ne peut pas se passer ça, quoi. Il peut s'effondrer. Tu comprends? Donc, il faut faire très, très gaffe. Il faut être extrêmement prudent. Et moi, je pense que pour moi, ce qui compte, c'est l'exemplarité de nos dirigeants. Tu comprends? Et voilà, et il y a du boulot. Et je ne parle pas que des dirigeants du pays, je parle de toute la classe politique. Tu vois, quand tu vois l'Assemblée nationale, les mecs qui s'insultent, tu vois, les députés, tu vois, c'est pas des députés, ça. Oh là, il y en a encore pour. Tu comprends le truc, il y en a mais encore pour 7 heures de vidéo. Voilà, donc pour on va arrêter, mais ce sujet. que je dis par là, c'est que voilà, on a un pays qui est formidable, voilà, et simplement, il faut le sauver, quoi. Donc on est là pour le sauver. Bon. On aura fini sur une touche qui sera à peu près bonne. On a fait faut garder l'espoir, Parfait. Écoutez, chers amis investisseurs, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que l'intervention de Marc t'a plu aussi. Tu nous diras en commentaire si ça t'a plu, si tu as compris ce qu'il t'a dit, si tu as envie qu'on développe le sujet, pourquoi pas qu'on réinvite Marc à l'occasion dans quelques mois pour refaire un point de situation ou qu'on développe quelque chose en particulier. Évidemment, mets un like sur cette vidéo, ça va me motiver à te trouver encore d'autres intervenants, de sujets différents pour pouvoir mélanger tes sources d'informations et te développer. Tu retrouveras tiens, je vais mettre ta chaîne YouTube dans la description. Si tu veux suivre, te spécialiser en économie, très bon, moi je suis très peu de chaînes. C'est très pédagogique, il faut rassurer. On en parlait pour la plupart des gens, l'économie, l'immobilier à un certain niveau, ça devient chiant. Et le but c'est de le rendre simple, ok c'est complexe, mais on le rend chiant, pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie que les gens sachent. Nous on a envie que vous sachiez. Exactement. Donc on essaie de le rendre simple pour que vous sachiez. Voilà. Ça sera la note positive. Voilà, c'est ça. Sur ce, très bonne journée, bons investissements et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Bye.